Voici la carte militaire de l'Ukraine au 6 octobre 2025 et je tiens à préciser que comme d'habitude, il y a eu des attaques massives de drones et de missiles par les Russes en Ukraine qui ont fait énormément de dégâts un peu partout, comme d'habitude, j'ai envie de vous dire. Et là, il y a deux cibles qui ont été particulièrement visées cette semaine-ci, c'est-à-dire les infrastructures énergétiques ainsi que les locomotives et les wagons. Alors, les infrastructures énergétiques, c'est comme d'habitude, les sous-stations, les pylônes électriques, etc. Et concernant les locomotives et les wagons, alors déjà les locomotives en général, puisque là j'ai vu un rapport du ministère de la Défense où il y a plus de 12% des locomotives électriques en Ukraine qui auraient été détruites. Et les wagons ciblés, c'est des wagons transportant de l'essence en général, ou du kérosène, ou encore des munitions. Voilà. Donc ça a fait de très très gros dégâts. Là, les Russes se permettent de faire des frappes extrêmement nombreuses puisqu'ils arrivent à produire énormément, particulièrement de guéran, c'est-à-dire les géraniums. Ils en produisent particulièrement massivement. Alors j'ai lu des rapports venant des Ukrainiens qui disaient que les Russes en produisaient entre 600 et 800 par jour, donc ce qui est absolument énorme. Et là on ne parle que des géranium 2, puisque c'était là-dessus que le rapport portait. Donc c'est pour ça que les Russes maintenant peuvent se permettre de frapper des ponts, des voies ferrées, des locomotives, des wagons, chose qu'ils ne faisaient pour ainsi dire pas avant. Donc ça pourrait changer la donne évidemment et accélérer la victoire de la Russie. Bon, alors comme d'habitude, on va commencer par les frappes générales et on va commencer par le sud avec la Crimée où un terminal pétrolier à Féodossa a été frappé aujourd'hui. Donc je ne connais pas la mesure des dégâts, mais en tous les cas, ça va compliquer la tâche de la Crimée, qui, je dois la rappeler, a une pénurie de diesel. Donc la Russie en elle-même n'a pas de pénurie de diesel, mais la Crimée, elle, en a, puisqu'elle a été particulièrement touchée en drone. Donc il y a cela à préciser. On a la ville de Kirishi qui a encore une fois, donc c'est la troisième fois que cette raffinerie pétrolière à Kirishi a été frappée. Je ne connais pas les dégâts, en tous les cas, je sais que l'incendie a été arrêté. Ça, c'est selon le gouverneur de Saint-Pétersbourg, dans l'oblast. Par contre, là, à ma connaissance, et je dis bien à ma connaissance, je peux me tromper, c'est la seule raffinerie de pétrole en Russie qui a été frappée cette semaine. Mais encore une fois, je peux me tromper, mais c'est la seule que moi j'ai pu voir. Voilà, donc ça c'était les frappes générales à l'extérieur, donc avec Belgorod hein, qui a été particulièrement touché par des drones. La Russie dit qu'elle a arrêté, descendu 251 drones venant de l'Ukraine. C'est pour vous dire que l'Ukraine a lancé des centaines de drones quand même. C'est énorme dans toute la Russie. Et c'est Belgorod, là, cette semaine, qui a été le plus touché par les drones ukrainiens. En effet, les drones ukrainiens ont fait quand même des dégâts notables, particulièrement sur l'infrastructure énergétique de cette ville, puisque pendant un moment, il y a eu 40 000 Russes à Belgorod qui ont été privés d'électricité. Donc là, les Ukrainiens ont décidé de frapper les infrastructures énergétiques, principalement de Belgorod. Voilà. Donc maintenant, on va pouvoir parler de Lvov, où il y a eu un complexe industriel qui a été frappé. Nous allons voir ça. Alors là, vous voyez une image d'un grand site industriel où il y a eu une frappe de missile, donc à Lvov, qui a détruit donc le bâtiment du parc industriel Sparrow Park Lvov. Donc il faut savoir que c'est une plaque tournante de premier ordre pour le transbordement de marchandises militaires qui arrivent en Ukraine, en provenance d'Europe bien sûr, ainsi qu'un site pour les industries modernes de construction mécanique et de métallurgie.
Donc c'est une frappe très importante pour les Russes et c'est un énorme problème industriel et d'équipement militaire pour les Ukrainiens. Donc là, les Russes ont fait très mal. Donc le missile utilisé, vraisemblablement, était un Iskander-M. Voici une dernière image de ce site qui vous montre un incendie très important après la frappe de missile. Donc étant donné la vue que l'on peut voir ici d'un incendie vraiment majeur, on peut penser que le bâtiment est complètement détruit ou sera complètement détruit. Alors ensuite, on a Kiev qui a été particulièrement touché, c'est la ville qui a été le plus touchée. Alors tout a été frappé, infrastructure énergétique, rails, industrie, etc., etc. Donc un peu de tout a été touché sur Kiev. Là, ça fait très très mal, hein. La frappe a été particulièrement massive. Alors ici sur Bobravitsa, on a eu une locomotive qui a été détruite et apparemment cette locomotive tirait plusieurs wagons de munitions et d'après ce que j'ai compris, tout a explosé. Bon, ce qui est logique en transportant des munitions, mais en tous les cas, on voit que les Russes s'attaquent énormément aux locomotives. Là, sur Tcherninov, on a des infrastructures électriques qui ont été frappées et de manière massive. Donc apparemment, ils n'ont plus eu de courant pendant très longtemps. Je ne sais pas si à l'heure où je vous parle, tout a été réparé ou pas. Mais en tous les cas, ça m'étonnerait fort étant donné les dégâts très impressionnants. Alors là maintenant, dans l'oblast de Kharkov et l'oblast de Poltava, on a beaucoup d'installations de gaz appartenant à Naftagaz ont été détruites par les Russes. Alors j'ai mis une épingle sur Kharkov et Poltava parce que je ne sais pas où exactement il y a eu les frappes. Je sais juste que c'était dans l'oblast de Kharkov et de Poltava. D'où les épingles rouges sur les villes, hein, voilà, pour qu'on comprenne, mais voilà, je ne sais pas où exactement. Bon, il faut savoir que les installations gazières de Naftagaz ont été touchées dans ces deux oblasts-là. Voilà. Donc évidemment, au niveau énergétique, ça fait très mal. Alors sur Zaporojye, d'après Ukraine Forum, Zaporojye a été frappé à 702 reprises en une journée. Alors évidemment, c'est pas 702 drones, mais c'est 430 drones en une seule journée qui ont été envoyés dans tout l'oblast de Zaporojye. Et le reste, c'est des tirs d'artillerie, d'après Ukraine Forum, hein, de ce que j'ai lu. Donc 430 drones dans l'oblast de Zaporojye. Donc Zaporojye, ça a fait très mal aussi. Voilà ce qu'on pouvait dire sur les frappes générales. Maintenant, on va parler du front en lui-même. Et avant de commencer, je vais vous montrer un titre de The Kyiv Independent qui vous résume bien ce qu'il se passe sur le front. Voici une couverture du Kyiv Independent qui nous dit les gains de la Russie s'accélèrent en Ukraine avant un automne aux enjeux élevés. Alors le fait que les gains de la Russie s'accélèrent en Ukraine, ça fait combien de mois que je vous le dis, sauf que là c'est dit par le plus grand journal ukrainien, donc même l'Ukraine l'admet, c'est une très bonne chose. Alors comme d'habitude, on va commencer par le sud et sur Kherson, il ne s'est rien passé, c'est très très calme depuis un long moment sur Kherson. Sur Zaporojye, les Russes ont un peu avancé ici dans cette zone-là, mais pas assez pour que je le note. Mais en tous les cas, c'est très clair que c'est vraiment là le point d'avancée que les Russes ont choisi, d'où la flèche d'avancée stratégique que je vous avais mis il y a de cela plusieurs semaines. Orirov sera vraiment le prochain point clé pour les Russes. Là, ici, il y a eu une avancée vraiment importante russe, comme vous pouvez voir dans toute cette zone. Donc ça fait une grande longueur, hein. Ça fait une grande longueur. Donc ils ont pu prendre Verbové ici. Donc c'est une prise relativement importante, puisque là, ils ne cessent d'avancer dans cette direction. Et moi, ce que je suppose, alors soit ils sont un peu moins ambitieux, les Russes, et ils avancent comme ça pour refermer toute la zone d'Orerov, ici,
qui est extrêmement importante, c'est un verrou important, soit ils sont beaucoup plus ambitieux, et c'est ce que moi je pensais, hein, mais alors peut-être que je me trompe, c'est d'aller en plus au nord et qu'ils referment un plus grand chaudron, qu'ils fassent un plus grand chaudron pour ensuite descendre sur Zaporozhye comme ça. Mais évidemment là ce n'est que mon avis personnel, peut-être que je me trompe complètement et qu'ils feront tout simplement un petit chaudron ici, un petit entre guillemets, hein. En réalité, s'ils font vraiment ça, c'est un énorme chaudron. Mais en tous les cas, voilà. Voilà. Donc, par rapport aux lignes de la semaine dernière en pointillé, une avancée russe vraiment importante. Ici, il ne s'est rien passé. Sur Paklovsk, rien de spécial à part que les Russes font que consolider sur Paklovsk. Ça me rappelle la même stratégie qu'ils sont en train de faire sur Kupiansk et qui fut un succès, mais on en parlera plus tard. Là, il y a une avancée sur Mirnograd. Bon, une avancée relativement petite, hein, mais bon, bien réelle en tous les cas. Donc Mirnograd, évidemment, c'est un endroit stratégique important pour les Russes. Là, ils ont avancé ici aussi, les Russes, avec Dorozhny, donc qui a été bien consolidé. Donc cette ville-ci aussi a été prise en même temps, mais cela dit, on a quand même les Ukrainiens qui sont en train de faire un assaut sur Nové Charovie. Donc on va voir si leur assaut porte ses fruits ou non, bien que j'ai peu d'espoir concernant les Ukrainiens qu'ils arrivent à prendre cette ville. Alors bon, nous verrons bien, mais en tout cas, des forces d'assaut ukrainiennes ont été envoyées sur cette ville. Nous verrons ce que l'avenir nous dira là-dessus. Alors, il faut savoir qu'ici, il y a eu des petits changements. Donc là, les Russes ont un peu reculé. Là, ils ont un peu avancé. Mais en tous les cas, le plan que je vous avais dit la semaine dernière, qui devait se dérouler pour les Ukrainiens s'ils réussissaient, c'est-à-dire de fermer ce chaudron comme ça, bah, est un échec total côté ukrainien, bien évidemment. Donc là, même si les Russes ont légèrement reculé ici, ils ont quand même bien avancé, entre guillemets, ici. Hein, et là, évidemment, les Ukrainiens qui sont là bah, vont se faire enfermer vraisemblablement en un petit chaudron à Toretski. Ici, il y aura une fermeture, tout du moins c'est ce que je suppose, et malheureusement, les Ukrainiens vont se faire massacrer ici. Là, les Russes ont légèrement reculé aussi ici. Alors, ils ont reculé pas à cause des Ukrainiens ici, hein, bien entendu, mais simplement pour consolider le front où les Ukrainiens attaquent vraiment, c'est-à-dire le côté nord. Alors ici, j'ai enlevé cette ligne de front qui n'aurait pas dû être laissée. En fait, c'était juste des avancées russes de reconnaissance. Voilà, reconnaissance d'attaque aussi, histoire d'être sûr qu'il n'y ait aucune armée ukrainienne ici. Ils ont nettoyé et ils sont revenus en réalité à leur position initiale. Voilà. Alors maintenant, je ne sais pas comment ça se passe exactement, hein. Je ne suis pas sur le terrain, mais en tous les cas, d'après les blogueurs russes, on ne voit plus d'unité russe ici. C'est pour ça que j'ai reculé cette ligne de front. Ce n'est pas à cause des Ukrainiens, là c'est pour ainsi dire vide d'Ukrainiens, contrairement à là où là il y a des Ukrainiens. Là apparemment c'est simplement pour éviter que ici il soit fragilisé, vu que ce n'était qu'une avancée, hein, ce n'était pas pour conquérir et y rester. Donc ils sont revenus en arrière, histoire de ne pas se faire balayer par les Ukrainiens. Alors ici, plus précisément sur Loubidjné, eh bien là, les Russes sont reculés du fait d'un assaut ukrainien, cette fois. Donc ils ont très légèrement reculé. Là, étrangement, il y a eu un assaut ukrainien, mais les Russes ont avancé en même temps. Et là, les Russes ont très légèrement reculé, ici et ici. Voilà. Bon, les lignes de front sont très fluctuantes, évidemment.
Là, c'est que à l'instant T, hein, ce que je vous montre, ça change en permanence. Bien évidemment, les lignes de front ne sont jamais statiques et ne restent pas pendant une semaine au même endroit. Bien entendu, il y a des choses qui se passent. Mais voilà, c'est la dernière photo que moi j'ai eue de cette zone-là qui est quand même assez complexe à évaluer, hein. Alors là, il s'est passé ce qui devait se passer, donc il y a eu un petit chaudron. Aucun ordre d'évacuation n'a eu lieu. Ça fait plusieurs semaines que je vous parle de ce petit chaudron que les Ukrainiens allaient être complètement bloqués du fait de ce lac ici, là. Donc c'est ce qui est arrivé. Ils ont été complètement bloqués. Ils se sont fait balayer. Les Russes sont sur des hauteurs. En plus ici, il y a un lac. Voilà, ils étaient pris de tous les côtés. Ils n'avaient aucune chance. Et malheureusement, ce qui devait arriver arriva. Là, il y a une petite consolidation russe. Donc les Russes avancent vers cette ville-ci. Là, il y a eu une grosse avancée russe ici. Donc là, c'est dans la région de Konstantinivka ou anciennement de Tchassivial. Donc vraisemblablement, j'ai mis une flèche comme cela d'avancée stratégique. Vraisemblablement, d'ici, ils vont aller vers le sud pour prendre Konstantinivka vers le nord. Tout du moins, c'est ce que je suppose. Nous verrons bien. Dans tous les cas, ici, grosse avancée russe. Alors là, il ne s'est rien passé. Là, vous voyez des pointillés verts, c'est des futurs chaudrons, tout du moins des futurs chaudrons, selon moi. Peut-être que je me trompe, mais c'est comme ça que je vois la chose. Là, je vous ai mis en pointillé bleu la rivière qui n'est pas petite, hein, et qui sépare la ligne ici du front de Slaviansk, du côté de Slaviansk. En tous les cas, voilà, donc cette petite ligne bleue qui représente une grosse rivière, eh bien peut-être que les Russes vont en profiter pour faire un chaudron, donc d'où les lignes vertes ici, là, d'où les pointillés verts. Nous verrons si vraiment c'est cela qu'il se passe, mais les Russes pourraient en profiter. Alors là, vous voyez une deuxième ligne verte là de pointillés. Et pourquoi? C'est un peu la même chose, hein. Là, on a carrément la rivière Oskol, donc grosse rivière, hein, la rivière Oskol. Et bon, vous pouvez voir qu'on ne peut pas la traverser comme ça, hein. Et donc là, les Russes pourraient faire un chaudron, pareil. Bon, là, ils en ont profité pour avancer un petit peu. Mais en tous les cas, là, les Ukrainiens risquent d'être complètement emprisonnés ici, hein, encore dans un autre chaudron. Ce qui m'amène à un troisième chaudron ici potentiel. Celui-là, je vous en parle depuis des mois, hein, c'est-à-dire le chaudron de Kupiansk. Donc, outre le fait que là, les Russes ont bien avancé sur Kupiansk, leur stratégie a payé, c'est-à-dire d'envoyer des unités dans tout Kupiansk et faire du nettoyage, mais tranquillement, hein, c'est-à-dire guerre d'attrition, lentement mais sûrement, la stratégie a payé. Donc là, ça y est, ils ont nettoyé en partie Kupiansk. C'est pas fini, hein, Kupiansk n'est pas encore tombé, hein. C'est pas fini, hein. Il y a encore beaucoup de cachettes, de bunkers qu'ils doivent trouver, d'après ce que j'ai lu des blogueurs russes. Dans tous les cas, c'est pas fini, mais Kupiansk va tomber là, très 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 bientôt. Alors là, je vous ai mis des symboles vert kaki. Pourquoi? C'est les ponts, c'est-à-dire c'est ce que pourraient emprunter les Ukrainiens pour fuir, mais franchement, je n'y crois pas. Je pense que là, ils sont fichus, les Ukrainiens ici, parce que là, c'est la fin de cette région-là. Aucun ordre d'évacuation n'a été donné. Et là, les ponts, là, je vous ai mis, il y a un pont là, il y a un pont là, là ils pourraient aussi en profiter ici pour aller sur cette rive là, où là c'est une voie ferrée ici. Bon, ça se voit pas beaucoup, mais il y a une voie ferrée qui se divise en deux ici et là. Donc une voie ferrée, bon bref, je n'y crois pas. En tout cas, en véhicule blindé, ils peuvent pas évacuer. Ça c'est clair, puisque vous vous doutez bien que toutes ces zones qui relient les deux rives sont déjà surveillées par les Russes.
ou même contrôlés par les Russes depuis bien longtemps. Donc là, ils sont obligés, s'ils veulent s'en sortir, c'est de partir à pied. Je ne sais pas, à la nage ou essayer par le sud, je ne le sais pas. Mais en tous les cas, ce sera forcément à pied. Donc en gros, tous ces Ukrainiens-là qui n'ont pas eu d'ordre de retraite, eh bien, ils en payent le prix maintenant. Donc là, il y a un chaudron qui est en train de se faire, ou même qui est fait au moment où je vous parle. Et là, bah, les Ukrainiens, à mon avis, je ne donne pas cher de leur peau ici. Voilà. Pour le reste, il ne s'est rien passé. Là, il ne s'est rien passé. Là, il ne s'est rien passé. Et voilà ce qu'on pouvait dire sur la carte militaire du 6 octobre 2025. Si cette vidéo vous a plu, un petit pouce, un abonnement aussi. N'hésitez pas à partager mes vidéos, c'est très important pour moi étant donné l'invisibilisation que je subis. Éventuellement un petit don, lien dans la description. Merci à tous pour tout cela. Et toujours, soyez curieux.